elle est souvent liée à la folie. Parce que la colère, finalement, elle met en échec la raison, c'est une émotion, enfin, elle est dite comme ça, en particulier chez les stoïciens et chez Sénèque, c'est une émotion qui finalement met en échec la raison, obscurcit le jugement, qui n'a aucune dimension morale, qui nous fait perdre vraiment la maîtrise de nous-mêmes et qui va engendrer l'injustice, voire même la mort. Mais la question qu'on peut se poser, alors on peut par exemple observer qu'aujourd'hui on parle de violence, d'une montée de la violence dans notre société. On a vu beaucoup de manifestations dans la sphère publique avec les gilets jaunes, les anti-pax, les anti-vax plutôt, les gens qui contre le pass sanitaire. Donc la question que je me pose, c'est que au fond, il y a deux manières d'envisager la colère, où il y a un double aspect, on va dire, à la colère. La colère, souvent, est liée au mouvement populiste. C'est-à-dire que les gens se mettent en colère quand ils ne s'identifient plus dans aucune famille politique, quand ils se sentent complètement abandonnés, quand finalement ils se sentent lésés. C'est toute cette masse des lésés qui va se mettre en colère. Mais en même temps, que ce soit, c'est la question que je me pose d'un point de vue personnel ou même d'un point de vue social, on pourrait s'interroger d'ailleurs si la colère n'a pas de ce point de vue-là une dimension politique. Est-ce que, au fond, la colère, c'est aussi la non-acceptation? C'est aussi la non-acceptation de l'injustice. C'est la non-acceptation d'un ordre établi qui peut paraître autoritaire. C'est la non-acceptation d'inégalité sociale. C'est la non-acceptation voilà, d'un certain nombre de dérives. Et est-ce que par la colère, il ne peut pas y avoir une révélation de l'être? C'est-à-dire que même d'un point de vue personnel, et ça c'est un peu ce que tu disais, je crois, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'au fond, dans cette colère qui est très négative, si on prend conscience de cette colère, si on en fait quelque chose, alors est-ce que justement elle ne va pas amener à quelque chose de positif et pas nécessairement, comme le disent les stoïciens, à la mort ou à l'injustice? C'est-à-dire que finalement, traverser une colère, alors en particulier quand elle n'est pas identifiée, comme tu disais, ben finalement le fait de prendre en conscience de sa propre colère, est-ce que ce n'est pas une manière finalement d'avancer et de dépasser précisément cet état-là, ces émotions-là? Du point de vue social, c'est pareil. Est-ce qu'au fond, finalement, une fois qu'on sait ce qu'on va faire de cette colère, c'est-à-dire que si véritablement la colère peut amener à un ordre plus juste, si elle peut amener à ne pas accepter ou à ne pas se soumettre à, je sais pas, des injustices ou des dérives autoritaires ou peu importe, alors à ce moment-là, est-ce que cette colère n'aura pas été utile? C'est-à-dire que, au fond, réfléchir sur la colère, c'est aussi réfléchir sur ce à quoi la colère amène. Si on n'en fait rien, elle est profondément négative. Mais si on peut en faire quelque chose, s'il y a une prise de conscience, si on arrive à la dépasser, si on arrive à tirer des leçons de cette colère, alors est-ce qu'elle n'est pas révélatrice de quelque chose de plus haut? Voilà ce qui m'a un peu inspiré la colère. Merci. Joël. Alors, moi je pensais à la mythologie. La mythologie. Et la colère d'Achille, puisque c'est dans l'Iliade, c'est un phénomène très très important, puisque Achille est en colère parce que Agamemnon lui a piqué sa promise, qui s'appelle Briséis, et donc du coup il veut se venger de cette capture. Et ensuite il a une double colère. Alors cette colère, rien ne peut l'arrêter. Même on envoie des médiateurs qui lui disent qu'il faut qu'il se calme. Rien n'est fait. Il refuse de prendre les armes pour soutenir les Grecs dans le siège de Troie.
Et cette colère est redoublée au moment de la mort d'Hector. Enfin, quand Hector tue Patrocle, pardon, et là il est à nouveau dans une très grande colère, qui cette fois se retourne contre les Troyens, et à ce moment-là, il devient le héros. Alors cette colère, elle est redoublée par le fait qu'il sait, dans la mythologie en tout cas, que sa mort est proche. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir. Et donc ce que les Grecs appellent le nous prend le pouvoir sur l'émotion dont tu parlais, c'est l'émotion que... Et ça m'a fait penser aussi je ne sais pas si vous vous souvenez, au débat du deuxième tour de l'élection de 2007 entre Sarkozy et Ségolène Royal, où elle s'était mise en colère parce qu'il avait supprimé l'accès des handicapés aux classes de l'école. Et il lui a dit, mais vous perdez votre sang-froid, c'est très embêtant pour quelqu'un qui veut être président de perdre son sang-froid. Elle expliquait qu'elle n'avait pas perdu son sang-froid, qu'elle était en colère, que cette colère était saine, et que ça démontrait et ça dénonçait l'hypocrisie de la politique de Sarkozy. Donc, cette colère, elle est effectivement, elle est souvent dévalorisée parce que c'est la perte de la maîtrise de soi, auquel incitent tous les philosophes qu'on connaît, et en même temps, elle est dynamique, puisqu'elle permet, comme l'ont montré les Gilets jaunes, en fait, le pouvoir a reculé face à la colère des Gilets jaunes. Il n'a pas reculé face à des manifestants organisés. Et donc cette colère, elle a un aspect positif pour l'évolution des sociétés. Voilà. Encore faut-il arriver à la maîtriser et alors, enterrer quelque chose, en faire quelque chose. Qu'elle soit une dynamique plutôt qu'une je sais pas quoi, un truc suicidaire, un truc contre soi-même. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est souvent en colère contre soi. Oui, souvent. Qui est en colère alors ce soir? Bon. Hein?